Cosa Vostra. On est le 3 décembre 2020, donc les chiffres de novembre sont tout frais. On a dépassé pour la première fois la barre des 90 millions d'écoutes de podcasts sur un mois. Donc c'est assez vertigineux. On avait franchi le seuil des 80 millions en janvier, tu vois. Et on était à peine à 20 millions il y a 5 ans. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama où j'ai le plaisir de recevoir Laurent Frisch de Radio France, le directeur du numérique de Radio France. Du numérique et de la production. Du numérique et de la production, ouais. Je pense que t'as raison de le préciser, c'est une partie importante vu ce que ça m'occupe et tout ce que ça implique, c'est vachement important dans ma vie. Ouais. D'accord, donc ça tu vas pouvoir nous le dire. Et donc évidemment, on va pas parler pas mal aujourd'hui d'audio, de podcast, de radio. Et ce qui est toujours intéressant, puisque évidemment recevoir dans un podcast un spécialiste du podcast, et c'est aussi un peu la magie de Mediarama. On parlait de newsletter payante la dernière fois. Aujourd'hui, on va vraiment parler de podcast, et donc avec Laurent de Radio France qui est le plus gros producteur de podcasts en France. Pour bien suivre l'épisode, 3 parties. Je voudrais d'abord m'intéresser à Radio France en tant que service public et voir comment on innove chez Radio France. Évidemment, c'est autour du son, mais probablement pas que. Donc ça m'intéresse de revenir là-dessus. Une deuxième partie qui va être vraiment plus sur le podcast, l'audio connecté. On connaît le boom du podcast et au-delà des écoutes, c'est un marché qui se structure, donc il y a énormément de choses à dire, de matière, et t'es bien placé, t'es vraiment en première loge pour nous en parler. Et puis plus sur l'accessibilité, la souveraineté numérique, puisque dans cette consommation de podcast, les usages changent, les enjeux changent, et il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Laurent, tout d'abord, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Et c'est un vrai plaisir. Alors rapidement, toi, ton parcours, il est quand même marqué par le service public, à part une expérience chez Solocal, donc Espace Jaune. Et Orange aussi, Orange. Et Orange. J'ai passé 12 années à Orange. Ouais, qui était déjà qui n'était plus un service public. Un service public, mais j'imagine quand même encore un peu emprunt culturellement. Ouais, tu peux dire que j'ai passé ma vie dans des services publics ou des anciens services publics. Ouais. Voilà, c'est ça. Orange, Page Jaune, France Télévisions et Radio France. Exactement. Et donc là, tu es maintenant chez Radio France depuis 5 ans. Ça va faire 6 ans bientôt même. Ça va faire 6 ans bientôt. Donc écoute, tu vas pouvoir un peu nous raconter tout ça. Et ce qui m'intéresse, donc comme je le disais sur cette première partie, c'est vraiment de voir le côté innovation et service public. Alors une question tout bête pour la formuler, est-ce que c'est compatible l'innovation et le service public? Non seulement c'est compatible, mais c'est même vital quand tu es un service public, que t'es pas soumis à des impératifs de rentabilité à court terme. T'es très incité finalement à aller chercher ce que tu vas devenir, comment tu évolues, comment tu te positionnes dans ce monde. Donc t'es amené naturellement à chercher où aller de nouveau et à innover. Ouais. Ouais. Donc c'est pas est-ce que c'est compatible, c'est plus que naturel en réalité. D'accord. Et comment il y a forcément des contraintes. Comment est-ce que vous concrètement vous innovez? Est-ce que, et là ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir vraiment concrètement, est-ce que vous mettez en place, est-ce que vous avez une équipe qui est dédiée à l'innovation, quelle méthode vous utilisez, comment est-ce que tu tues un projet quand tu vois qu'il va pas être rentable? J'imagine que voilà, c'est pas, vous faites pas ce que vous voulez non plus. Alors non, on fait pas ce qu'on veut non plus. On n'a pas énormément de moyens en termes financiers. Par contre, on a beaucoup d'idées. Et l'enjeu pour moi... Alors, je vais me garder de donner des leçons parce que je pense que l'innovation, beaucoup de gens donnent des règles ou des modèles. Moi, je crois pas vraiment dans ces modèles. Je pense que c'est à chacun d'imaginer la façon dont il va pouvoir faire émerger des éléments nouveaux qui l'amèneront à progresser. Donc de l'innovation. On est une maison, Radio France, où
t'as beaucoup de gens qui... déjà, t'as que des passionnés de radio et des gens qui sont jamais restés enfermés dans le modèle de radio de 1921. Je dis 1921 parce que je crois que c'est la première diffusion depuis la Tour Eiffel de la radio en France. On va sur nos 1 siècle. Ouais. En 1 siècle, ça a bougé énormément. Ça n'a jamais cessé de bouger, même avant l'arrivée d'Internet. Peut-être que Internet a encore accéléré un certain nombre de changements, notamment de comportement d'écoute, mais la radio n'a jamais cessé de changer. Ce qui est que dans l'esprit des gens et des salariés de Radio France, tu as l'envie de se projeter vers quelque chose d'un peu plus nouveau, sur différents plans. Hein. C'est sur le plan des technologies, du son, mais pas que. Et je crois que on peut dire que l'ensemble des chaînes de Radio France ont toujours été relativement innovantes et très proactives dans la recherche de nouveaux formats, de nouvelles formes, de nouvelles écritures. D'abord pour la radio, et c'est vrai qu'avec le numérique et les podcasts, ça nous amène de nouvelles possibilités, et finalement ça va libérer peut-être encore de nouvelles énergies chez nous. Alors ta question, c'est comment on le structure, quoi, comment quand tu as une entreprise de 4500 salariés, que tout le monde peut imaginer des choses nouvelles, comment tu organises ça dans la mesure où chacun a déjà un travail à temps plein, que chacun est sur des rails et que l'innovation, c'est parfois sortir de ces rails. Alors, quand je suis arrivé à Radio France, il y avait évidemment plein de choses déjà qui naissaient à droite, à gauche, des idées dans la tête des gens. La première chose que j'ai faite, c'est créer un pôle que j'ai appelé Pôle Innovation, qui visait à impulser des nouvelles idées et à amener les gens à organiser ça. J'ai changé ce nom-là il y a 2 ans pour lui donner un nom qui fait un peu marrer les équipes parfois. C'est une équipe qu'on a appelée la DAPI, la direction de l'accélération et du partage de l'innovation. Et je voulais bien ancrer en réalité dans son nom que l'innovation n'appartient pas à une équipe, mais qu'une équipe peut être là pour aider l'ensemble de la maison à innover et à faire aboutir des idées. Oui, remettre l'innovation un peu au cœur de toutes les équipes et pas juste une équipe de savants fous dans un coin qui innove et avec peu de lien avec le concret. Ouais, exactement. Et j'avais entendu aussi un certain nombre de frustrations de certains salariés. Je pense à quelques super techniciens du son qui avaient des idées, qui travaillaient notamment sur les technologies du son spatialisé, ouais. et qui avaient du mal à voir aboutir leur projet ou voir s'approprier leur technologie. Et ça a été une source de réflexion pour moi sur comment structurer toute cette démarche. Alors là, encore une fois, je vais pas donner de modèle, mais dire que positionner une équipe dont la mission affichée n'est pas de dire on fait l'innovation, mais de dire à tout le monde on va vous aider à faire aboutir certaines de vos idées. Je pense que ça a changé beaucoup de choses. Ça fait moins peur peut-être. Ouais, puis surtout ça l'enferme pas. C'est le plus gros danger, je pense, de l'innovation. Et je crois qu'un des enjeux pour toute entreprise, peut-être encore plus fortement pour nous, service public, c'est d'aller chercher l'innovation dans la tête des gens qui ont envie de bouger, de tester des nouvelles choses. Mais après, par de la méthode, de l'accompagnement, amener une idée vague ou précise à devenir un projet. Un projet sur lequel on peut se positionner, dire super, ça marche, on va à l'étape d'après, on en fait un déploiement et on verra ce que ça donne. Ou non, on n'est pas convaincu, on continue d'approfondir, on regarde. Ou alors vraiment, on voit qu'on va dans une impasse, on arrête. On arrête tout. Un exemple, par exemple, d'un truc qu'on a lancé. Alors, on l'a lancé, mais on n'en a pas eu l'idée. C'est un accélérateur d'idées. Ça s'appelle comme ça, le dispositif. L'idée nous en a été donnée par Radio-Canada qui avait mis ça en place de son côté. Et on avait fait une première saison en 2018 avec eux. Et une deuxième saison l'année dernière, on avait élargi à d'autres partenaires publics et on attend que la crise sanitaire nous laisse un peu tranquille pour lancer une 3e saison de cet accélérateur d'idées, où en gros c'est un concours d'idées. Les salariés peuvent publier sur une plateforme des idées en se mettant en petits groupes de 2, 3, 4 personnes. T'as un jury, j'allais dire populaire, de salariés qui votent pour les idées, ajouter un jury d'encadrants ou d'experts de la maison, et qui aboutissent à une finale où un petit nombre d'équipes de l'ordre de 5-6 vont pitcher leurs idées devant ce jury-là, mais devant tout salarié intéressé. Et on désigne 1, 2 ou 3 lauréats. Il y en a eu un la première année, 2 la deuxième année. On espère en faire gagner 3 pour la troisième saison. Et tu vois, la première année, c'est une petite équipe qui a eu l'idée de faire un appareil de radio pour enfants. Ouais. Pour la deuxième saison, l'année dernière, les 2 idées lauréates, c'était une plateforme d'alerte, de lanceurs d'alerte,
que des journalistes chez nous pourraient ensuite récupérer et éventuellement, selon le crédit qu'ils apportent à une alerte, investiguer, enquêter et aboutir peut-être à quelque chose. Et la deuxième idée était sur un projet auquel on est en train de donner une autre dimension là. Le projet s'appelait Prenez les commandes et c'était une petite équipe pluridisciplinaire mais qui était pilotée par 2 jeunes journalistes de Radio France et qui consistait à imaginer ce que voudrait dire faire de la recommandation avec des algorithmes mais quand on est un service public. D'accord. Emprunt d'une certaine déontologie, d'une éthique. Pas juste pour créer de l'usage et de la pas juste pour faire du clic et de la performance, mais pour allier le meilleur de ces deux mondes qui sont quelque chose de prescrit par des gens qui ont une certaine idée, qui veulent véhiculer certains messages, qui ont une idée d'une certaine narration, comme ce qu'on fait quand on construit une grille de radio. Mais en même temps, le potentiel des algorithmes qui permet à chacun d'avoir son menu propre. Donc une dose de personnalisation. Comment articuler ça quand on pense que c'est important d'avoir une prescription forte, une parole forte, donc quelque chose d'assez descendant et de très peu personnalisé, articulé avec la puissance des données, des algorithmes et une envie de personnalisation. T'as pas envie d'avoir exactement la même chose que moi, probablement. Et ils ont réfléchi à ce que ça voudrait dire, des garde-fous pour éviter de sombrer d'un mauvais côté ou de l'autre mauvais côté. Et concrètement, c'est en train de se mettre en place. Alors, ils sont en train d'aboutir à un ensemble de recommandations qui seront confiées aux équipes produits et développement. Charge à elles de traduire ça en un algorithme ou de la pondération sur vos produits. Les équipes ont déjà travaillé sur des socles d'algorithmes, mais un algorithme est pétri de biais. Oui. Et toute la question, c'est comment on fait pour ne pas se cacher ces biais, pour au contraire les expliciter et ensuite les piloter avec une certaine idée. Une espèce de charte un peu, pas déontologique, mais en tout cas des règles. Si, pas loin. Alors, c'est pas que déontologique, c'est aussi c'est aussi éditorial. Et c'est d'abord éditorial. C'est comment on arrive à faire passer ce qu'on veut raconter au travers d'algorithmes qui vont quand même personnaliser le menu pour chacun. C'est hyper intéressant. Donc c'est hyper intéressant, comme tu le dis, et c'est un exemple, tu vois, d'une innovation qui est née dans la tête de salariés et qui est en train d'aboutir maintenant dans des développements concrets qui vont apparaître en premier dans l'application Radio France et sur notre futur site. Ça sera pour 2021. Donc tu vois, ces trucs vivent. Donc pour revenir à ta question de comment on organise ça, je pense qu'avoir une équipe dont la mission n'est pas de faire l'innovation, peut-être d'aider à ça et d'impulser quand même des idées, mais d'abord d'aider les autres à faire aboutir leurs idées, je pense que c'est le changement de positionnement clé qui est déterminant, qui libère les énergies. Ouais, mais c'est très juste. Bravo, ça c'est quelque chose que t'as mis en place toi quand t'es arrivé chez Radio France. Je l'ai pas mis en place tout de suite de cette façon-là, c'est venu progressivement. On a d'abord tâtonné, on avait dans l'équipe quelqu'un qui s'appelle Mathieu Beauval organisé un pôle innovation pour déjà expliciter le fait que l'innovation, c'était un sujet dont il fallait qu'on s'occupe. Tu vois, quand on a lancé ça il y a 5 ans à peu près, 5 ans et quelques, les grands sujets qu'on avait, c'était qu'est-ce qu'on fait du son spatialisé. On a des ingénieurs du son, des technologies, on est en pointe sur le sujet. Maintenant, comment on fait pour en faire quelque chose ? L'autre grand sujet, on va en parler je pense un peu plus tard, c'était les enceintes connectées. Ça n'existait pas, mais on sentait que ça allait arriver et il fallait qu'on soit là tout de suite. Donc ça, c'était des choses que faisait notre pôle innovation. C'est plus tard qu'on a compris qu'il fallait impliquer plus les salariés dans le processus et qu'on a transformé ça en un mécanisme d'accélération de l'innovation. Ouais, une espèce de cadre qui vous permet d'innover. C'est ça. Mais on reviendra effectivement, parce que c'est vrai que le son spatialisé, on en parlait, alors là, c'est peut-être mini aparté, le son 3D, moi j'ai l'impression que c'est très beau, très, très expérientiel, mais il y a un vrai enjeu d'usage ou de business, enfin quelque part dans le son spatialisé, ou est-ce que c'est juste un truc où les ingénieurs du son se font un peu plaisir? Alors là, c'est vraiment une question un peu candide moi personnellement, François, que je pose. J'ai vu des super trucs, c'est cool, mais j'en ferai pas tous les jours. Alors ouais, ça c'est ce que tu dis toi, François. Moi, ce que je dis, Laurent, c'est que ça me déplaît pas quand les gens se font un peu plaisir, parce que généralement quand ils se font un peu plaisir, ils amènent une idée qui peut aboutir sur quelque chose. Et des gens se sont fait un peu plaisir pour aboutir à quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup de gens, qui fait déjà plaisir. Je sais pas si tu as suivi, alors je vais dire une bêtise, je crois que c'était il y a 2 ans, France Culture et la SACD ont signé un partenariat pour favoriser la production de fiction en podcast donc natif, pas
pas entendu à la radio, et des collections de fiction qui ont été lancées, comme L'Appel des Abysses, Corentin Tréguier. C'est des fictions qui étaient produites en son spatialisé, et ce qui était formidable, c'est que c'était plus une question technologique, c'était devenu une question éditoriale. C'est comment on va incarner une idée, une narration, une écriture, une histoire, et comment on va se servir des différentes technologies à notre disposition pour mieux l'incarner. J'ai évoqué L'Appel des Abysses parce que moi, outre que je l'adore personnellement, ce podcast, et je le recommande à tous ceux qui vont nous écouter. Je mettrai le lien. C'est aussi une histoire qui se passe entre les damnés de la Terre qui sont restés à la surface du globe terrestre. On est dans une civilisation post-apocalyptique, et des nantis qui se sont réfugiés dans des bulles sous-marines. Donc évidemment, on a associé à chaque espace, à l'air libre, son environnement sonore, les nantis sous l'eau, un environnement sonore, et en profitant à plein des possibilités de la spatialisation du son, en l'occurrence avec du son binaural, c'est-à-dire l'écoute au casque. On a fait aussi d'autres choses en son spatialisé qui sont peut-être improbables. C'est la radio qui est arrivée au cinéma. On a fait du cinéma sonore avec des productions documentaires ou fictionnelles, en son spatialisé, et cette fois on n'est plus sur du binaural mais sur de la spatialisation très large, qui a permis une diffusion dans des salles de cinéma. On avait un partenariat avec MK2 qui nous a permis de le faire, et c'est assez spectaculaire de se mettre à écouter un podcast dans une grande salle de cinéma. C'est hyper immersif. Avec plein d'autres gens autour, dans une salle qui devient toute sombre, et t'as pas d'image à l'écran. D'accord, juste un son qui tourne autour de toi. T'as pas d'image, t'es dans le noir complet. T'es dans le noir, et t'as du son, et c'est une expérience. Ok, donc c'est assez cool, merci. Je vois justement en fait que des innovations peuvent en fait aboutir sur des débouchés, je voulais dire, sur des vrais usages. Cette innovation, comment vous la communiquez auprès du grand public? Tu vois, donc là, c'est des choses que j'apprends, ou je vois. Tu parlais de Radio-Canada. J'ai l'exemple évidemment de la BBC. Alors, j'imagine qu'on vous le dit souvent, mais j'ai l'impression que la BBC, c'est un peu le modèle à suivre. On les voit beaucoup sur l'innovation. Ils ont ce site bbcnewslab.co.uk. Est-ce que c'est une question de moyens, de communication, de retard? Comment vous vous positionnez un peu par rapport à la BBC, même si ça pique un petit peu, tu vois, j'imagine des fois, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Ouais, je sais pas si... évidemment, dans le petit milieu des médias, dans le microcosme des gens qui s'intéressent à tout ça, parler beaucoup d'innovation, faire savoir tout ce qu'on fait, c'est vachement important. Mais le plus important pour nous, quand on a fait écouter les fictions dont je t'ai parlé, un reportage dont je t'ai pas parlé, immersif et interactif, au milieu des manifestants gilets jaunes, avec différents points de vue, etc., où pareil, on était en son spatialisé. Je crois pas que l'important, ce soit de montrer l'innovation. L'important, c'est d'être convaincant à l'arrivée, c'est-à-dire que la personne qui nous écoute se pose pas la question de est-ce que telle application est innovante, est-ce que tel son est innovant, comment ça a été fabriqué. Justement, plus on entendra la fabrication, moins on entendra ce qu'on a à dire. Je pense qu'il faut pas qu'on entende la fabrication pour que les gens puissent entendre ce qu'on a à dire. Évidemment. T'es en train de me dire que j'ai un petit biais professionnel de ce microcosme. Évidemment, comme moi, et comme peut-être tes auditeurs, les auditeurs de ce podcast. Peut-être qu'on devrait plus faire savoir. Mais non, enfin, la BBC peut nous inspirer parfois, et je peux te le dire puisqu'on discute avec eux. Je crois qu'on les inspire aussi nous régulièrement. C'est bon à entendre. Tu vois, c'est ça aussi que je voudrais. Et on parlera peut-être plus tard dans ta troisième partie sur la souveraineté numérique, sur comment on organise la distribution. C'est vrai qu'on a lancé des choses. Je pense qu'on est la première radio au monde à avoir pris un certain nombre d'initiatives dans notre positionnement par rapport aux grandes plateformes du web et dans notre organisation de la distribution. On va en parler effectivement. La BBC suit de près ce qu'on fait et va probablement s'inspirer de notre modèle et le décliner chez eux. Donc ça va dans les deux sens en réalité. Okay. Ça va dans les deux sens. Il y a une chose que je voudrais te mentionner parce que je crois que ça peut être intéressant dans l'innovation collaborative ou l'open innovation. Je vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'on fait, mais on a mis en place un dispositif qui s'appelle le Sandbox Radio France, qui est une sorte de méthodologie qui permet de... Comment dire ? On a essayé de travailler avec des startups dans le passé, et alors soit on a l'idée géniale et puis on est tout de suite dans une procédure d'achat, on déploie et c'est même plus vraiment de l'innovation, on cherche une technologie, on l'achète, on la déploie. Ou alors la technologie, on sentait qu'il y avait peut-être un truc, mais on n'était pas sûr, mais il fallait tester, etc. Et généralement, ça n'aboutissait à rien parce qu'on savait pas comment s'y prendre. On a mis en place ce dispositif qui permet de rentrer avec certaines startups dans un cycle
maturation conjointe, et nous sur leur technologie, sur les apports possibles, et eux sur les usages d'un client particulier qui serait Radio France. Et on se met comme ça dans un cycle très cadré méthodologiquement qui nous permet d'arriver à des prototypages, des validations, des retours d'experts vers chez eux, des nouvelles phases de prototypage, etc. Et on a déjà 3 choses, entre autres, enfin peut-être même plus d'ailleurs, mais 3 choses qui me viennent à l'esprit qu'on a lancées au travers de ce dispositif. C'est avec une petite start-up que j'aime beaucoup qui s'appelle Facility et qui aide à l'accessibilité des interfaces numériques. Et ça c'est un truc assez intéressant qu'on a déjà déployé sur notre site institutionnel qu'on envisage de déployer. L'accessibilité pour les personnes déficientes. Exactement, voilà, oui. Vraiment la vraie accessibilité sur le site, Ouais. Comme tu dis, pour les personnes déficientes visuelles par exemple. On a lancé tout récemment avec France Bleu et une start-up qui s'appelle Voxem. Un nouveau module d'interactivité entre la radio et son public. Donc une technologie qu'on a intégrée directement dans l'application de France Bleu, qui est en expérimentation grandeur nature en ce moment, avec des vraies radios et du vrai public. Et donc cette technologie, et j'avoue que c'est assez convaincant. Et je crois que tu avais noté aussi cette expérimentation qu'on est aussi en train de déployer avec une start-up anglaise qui s'appelle InQuality. L'enregistrement des chroniques à distance. Oui, alors on avait lancé ça avant la crise du coronavirus. Il se trouve que ça s'est arrivé à propos puisqu'on a mûri avec eux finalement assez rapidement pour aboutir à des premiers déploiements qui sont déjà faits actuellement à Radio France, d'autres qu'on attend impatiemment dans certaines chaînes parce que ça s'est avéré très convaincant. On a eu les honneurs de Forbes d'ailleurs, on est fiers parce que Forbes parle pas souvent de nous, donc tu vois, si tu lisais Forbes, tu saurais qu'on innove beaucoup. Bon écoute, voilà, je me note dans ma liste de recommandations de plus lire Forbes, mais c'est des bons exemples et je te remercie. Effectivement, je voulais te parler de Voxem et on va pas avoir beaucoup le temps, mais on en parlait un peu juste avant l'épisode. Je suis trop bavard. Non, mais c'est bon. En même temps, c'est qu'il y a énormément de sujets. Mais le confinement apporte son lot aussi d'innovation un peu forcée sur tu parlais, donc t'es responsable de la production. Ça a été quand même un grand chamboulement pour vous. Tu me disais que vous avez dû arrêter quelques radios pendant le premier confinement, et puis les autres fonctionnaient un peu à minima. Donc les journalistes chez eux ou certains, ça a été tu peux nous raconter là en 2 minutes un peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois en termes de production par rapport au confinement? Alors ça sera peut-être un peu frustrant parce que c'est soit en 2 minutes, soit en 2 heures. Ou même plus, tellement il y a de choses à raconter, tellement cette période a été dingue. Elle a été dingue pour tout le monde. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on a fait un choix au moment du premier confinement qui est de maintenir la programmation de 3 radios qui sont qualifiées d'opérateurs d'importance vitale pour le pays. C'était France Inter, France Info et France Bleu. C'est un vrai statut. C'est un statut. D'accord, je connais ça. Et alors avec parfois des grilles adaptées à la situation, un maximum de personnel et d'invités à distance. Et d'autres radios qu'il a fallu très vite réinventer puisque elle n'avait plus de moyens de produire des programmes frais. France Culture, France Musique, il fallait que FIP, les programmateurs puissent travailler à distance. Les outils n'étaient pas en place les systèmes d'information n'étaient pas tous accessibles comme il le fallait, les gens n'étaient pas tous équipés de matériel. Move également. Et puis petit à petit, pendant le premier confinement, on a réappris à produire à distance avec ce genre de technologie comme ce dont on a parlé, mais aussi avec de la formation, du déploiement de matériel. Du déploiement de nouveaux outils qui nous ont aidés à produire de façon un tout petit peu différente. Est-ce que c'est de l'innovation ? Je pense que ça a été de l'innovation dans le sens où il a fallu qu'on se réinvente éditorialement et techniquement. Donc oui, c'était vraiment de l'innovation, mais je crois surtout qu'en fait, on n'a pas vraiment pensé innovation, on a eu une forme d'instinct de survie de la part des radios, de la part de tous les salariés de Radio France qui se sont dit on est dans un moment tellement important dans la vie de ce pays, de ce monde même, avec un rôle sociétal extrêmement clé, c'est maintenant qu'il faut qu'on soit à la hauteur. Je pense qu'on a été à la hauteur, tant par l'offre radiophonique qui a pu se reconstruire sur les radios où elle a été le plus dégradée, que celle qui a pu être entretenue sur les radios qu'on a maintenues, que sur le numérique où on a vu une explosion des usages, que sur les podcasts natifs où on a développé plein de formats, puisque on pouvait pas faire exactement ce qu'on voulait comme on le voulait en radio. Par contre, le numérique nous a laissé un espace peut-être plus libre. On a vu une explosion de la fréquentation des sites web, on a vu une grande augmentation de l'écoute des podcasts. Des nouveaux formats qu'on a lancés ont très vite marché et je pense à un format particulier qui s'appelle Radiographie du coronavirus, lancé par France Culture, qui aidait à y voir clair dans la crise sans
sans rien dramatiser, sans être dans le buzz ou dans l'instant trop présent, mais en essayant de prendre du recul, de la hauteur, de la mise en perspective, ce qui était peut-être une des choses les plus importantes et les plus clés dans le moment qu'on rencontrait. Ouais, vraie mission de service public pour le coup là-dessus. Et on a vu comment la radio et le numérique n'étaient pas finalement deux espaces séparés, mais étaient deux facettes d'un même projet pour nous. D'accord. C'est vrai que ça, c'est une question qu'on ne pose pas, mais j'imagine tu viens d'y répondre, en fait. Mais voilà, c'est pas deux mondes séparés, en tout cas, et ils peuvent fonctionner ensemble. Bah, ça l'était. Oui, ça l'est plus du tout pour nous aujourd'hui. Enfin, d'accord. En interne, c'est plus du tout un sujet. T'as plus de deux équipes, il y a plus de trucs, il y a pas de concurrence, etc. Tout le monde. Non, on a même d'ailleurs signé un accord avec plusieurs syndicats il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle Accord sur la transition multimédia, qui codifie comment les salariés dont le métier premier est de faire de la radio peuvent apporter leur pierre à l'édifice numérique. Avec l'idée première qui est que la radio reste la radio, mais sa façon d'être écoutée, elle n'est pas forcément par les ondes, quoi. Elle n'est pas forcément par les ondes et sur un transistor. Ouais. Et les formes d'écoute de la radio se sont vraiment diversifiées. Et notre métier dans la fabrication de la radio n'est plus uniquement la fabrication du flux linéaire, mais de fabriquer de la radio avec différentes formes de diffusion, de temporalité, etc. Et radio en direct ou podcast, ce sont en réalité deux facettes d'une même réalité pour nous. Oui. Mais ça, il faut savoir le dire et le faire comprendre. Effectivement, c'est pas forcément évident prime abord. En plus, avec tu parles effectivement de RH, les syndicats, quand t'es journaliste, que t'as été formé pour faire de la radio, tu peux regarder un peu le numérique comme le parent pauvre. Alors, c'est peut-être une image un peu vieille que je dis, qu'on voyait dans les rédactions il y a 10-15 ans, mais tu sens encore des fois un peu des difficultés. Mais donc ça, vous y avez répondu. Et on est en train de gentiment glisser sur la deuxième partie qui est vraiment autour du podcast et l'audio connecté. Je le disais en introduction, Radio France, c'est le plus gros producteur de podcasts en France. Tu as juste pour un chiffre comme ça de consommation de podcasts par mois, alors si on parle évidemment dans millions, tu connais un peu ces chiffres? Alors sur les podcasts seuls, c'est-à-dire le format audio à la demande, le mois de novembre 2020 qui vient de se terminer, on est quoi? On est le 3 ou 4 décembre? Le 4 décembre. Le 3 décembre. On est le 3 décembre 2020. Donc, les chiffres de novembre sont tout frais. On a dépassé pour la première fois la barre des 90 millions d'écoutes de podcasts sur un mois. Donc c'est assez vertigineux. On avait franchi le seuil des 80 millions en janvier, tu vois. Et on était à peine à 20 millions il y a 5 ans. Donc on a vraiment connu une croissance quasi exponentielle ces dernières années. Enfin, tout le monde a appris, tous les Français ont appris ce qu'était une courbe exponentielle avec le Covid en voyant les courbes. Malheureusement, nous, de façon plus heureuse, on a découvert ce qu'était une courbe exponentielle en regardant l'écoute des podcasts année après année. C'est assez spectaculaire. C'est assez fou. Et là, dans ces 90 millions, tu parles, c'est podcasts, mais le catch-up et les natifs, hein, c'est ce qu'on appelle. Mais en fait, on fait plus la différence. Je pense que quelqu'un qui Pourquoi écoute, c'est une erreur de faire. Je pense que quelqu'un qui écoute régulièrement les chemins de la philosophie en podcast, mais qui n'est jamais branché sur son poste de radio sur France Culture le matin au moment où Adèle Vendrette produit son émission, ne sait peut-être même pas que les chemins de la philosophie est diffusé à telle heure sur France Culture, peut-être même passe à la radio. Finalement, peu importe quand ça a été diffusé, quoi. C'est un programme qui est bon à écouter quand tu as envie de l'écouter. Et entre ça et un podcast qui aurait été produit pour le web, tu fais pas vraiment la différence. Mais c'est même encore plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, on produit des podcasts, on produit des programmes qui peuvent passer à la radio, devenir des podcasts, être des podcasts, passer à la radio, être des podcasts, ne jamais passer à la radio, ou peut-être passer à la radio plus tard. On produit même des formats, je pense, à ce podcast de Thomas Legrand sur France Inter qui s'appelait À la Hussarde, qui revenait sur la campagne présidentielle de 2017, qui était une production, un seul programme, mais qui a connu 2 montages, 2 réalisations différentes. L'une pour faire un podcast jamais diffusé à la radio et l'autre pour faire un programme radio. Et rentrer dans un format... c'est hyper intéressant et là on est vraiment au cœur du sujet. Moi j'imagine quand même que quand tu es sur un podcast catch-up, au-delà du fait que ce soit quelque chose qui soit déjà passé ailleurs, tu as quand même cette contrainte aussi un peu de format. Tu dois rentrer dans une grille, c'est comme à la télé où tu as des 52 minutes, etc. Tu vois, donc, non mais je suis d'accord qu'on n'est pas à la minute près, mais quand je suis rentré dans ton studio, François, tu m'as dit voilà, le podcast fait 1 heure. Tu aurais très bien pu prendre le parti de dire on verra ce qu'on a à se dire. Peut-être qu'on n'aura rien à se dire, que ça prendra un quart d'heure et qu'on se dira au revoir, ou qu'on aura tellement à se raconter que ça va prendre 2 heures et que ça va être super. Ce que fait un peu Mathieu. Moi, j'essaie quand même effectivement de contenir. Mais c'est vrai, mais c'est un format que j'ai quand même un format en tête. Donc oui, quand tu envisages une diffusion à la radio linéaire, tu as une contrainte. Mais ça n'empêche.
écoute Président de Fabienne Sintès, diffusé cet été sur 8 histoires de présidents américains. Enfin, c'est fabuleux, faut vraiment écouter. C'est pensé comme un podcast et qui trouve sa première diffusion sur la grille de radio. Mais en fait, à l'écoute, c'est totalement un podcast. Donc, c'est typiquement le genre d'exemple qui nous amène à penser qu'une production, d'abord, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit bonne. On ait un truc à dire, que ce soit bien réalisé, que ce soit bien produit et que ce soit bien diffusé. Et bien diffusé, ça peut passer par le numérique et ou la radio linéaire. Finalement, c'est à chaque projet qu'on devra déterminer quelle est la meilleure façon de l'amener jusqu'aux oreilles du public. Et on ne s'interdit pas, selon les cas, à remonter un programme pour le rallonger un peu en podcast, le réduire un peu pour rentrer dans une case de radio. Ça reste le même programme. Et ça, qui fait ces arbitrages un peu de format? Alors, il y a une équipe qui est chargée de ça, c'est le journaliste. J'aimerais juste un peu comprendre l'organisation. Déjà, ça se fait radio par radio et c'est pensé un peu collectivement entre le directeur des programmes, le directeur du numérique dans chaque radio, le producteur du programme en lui-même. Tu as une réflexion sur comment on le diffuse, où on le diffuse, à qui on parle à quel moment et quel format ça doit prendre. Et on n'a pas de recette clé en main. On a beau être Radio France, avoir 1,5 million de podcasts en ligne, on réinvente finalement les réponses à ces questions à chaque fois. Ok. Et ça, vous le dites, vous êtes pragmatique et jour après jour, vous reposez ces questions en disant, voilà, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. D'une certaine façon, c'est vraiment un artisanat, une forme d'artisanat à l'échelle industrielle. Ou une industrie qui adopte des procédés d'artisanat. Je ne sais pas dans quel sens le dire, mais on ne fait rien de trop standardisé. On a des façons de produire. Des standards un peu de production. On a aussi surtout des standards de qualité dans la production auxquels on tient énormément, puisque on pense que cette qualité Radio France, elle s'entend et elle s'entend dans les oreilles du public, pour le public, aussi au profit de ce qu'on a à dire. Mais on se laisse toute latitude quand on a un nouveau projet, un nouveau tel projet qui peut vivre de façon autonome sur le numérique, de réfléchir à sa forme et de réfléchir à sa distribution. Ok, c'est très clair. Et justement, dans ces arbitrages, en tout cas, est-ce que vient la monétisation ou le ROI, le retour sur investissement? Donc là, ça rejoint un peu la première partie de service public, mais vous avez ce qu'on voit de l'extérieur, c'est quand même, donc c'est des maisons où c'est compliqué, il y a probablement pas assez de budget, et en même temps c'est des grosses maisons, donc il y a la notion de service public, mais vous pouvez pas faire n'importe quoi. Donc comment intervient cette notion de ROI qui, j'imagine pas qu'elle soit pas présente? Alors non, on peut pas faire n'importe quoi, mais je connais pas un seul salarié qui a envie de faire n'importe quoi avec de l'argent public. Le ROI, c'est pas une notion qu'on utilise telle quelle. Et si on pense nous au retour sur investissement, l'investissement on le connaît, c'est les efforts qu'on met nous, ce sont nos compétences, nos savoir-faire. Le retour, on le chiffre pas en argent, on le chiffre en qualité. À tout point de vue, technique, artistique, éditorial, de ce qu'on a produit. Et notre enjeu, quand on produit un programme, n'est pas est-ce que alors ça n'est jamais est-ce qu'il va rapporter de l'argent. Ça n'est pas vraiment est-ce qu'il va avoir des gros chiffres d'écoute. C'est est-ce qu'on a été à la hauteur de notre projet de service public, de notre projet éditorial, de nos missions, de nos valeurs. Et on pense que c'est en réfléchissant comme ça qu'on a une chance que le programme rencontre son public. Et s'il rencontre son public, tu peux trouver une monétisation, qu'elle soit pub, un sponsor. Alors, l'enjeu qu'on a plutôt, c'est sur le I du ROI. C'est on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets. On n'a pas tant de moyens que ça pour mener tous ces projets qu'on aurait envie de conduire en plus de la production de la radio, et on peut être amené à chercher par des partenariats des sources de financement. Ça nous a amené, alors je vais te dire une bêtise, je crois que c'était en début 2018 qu'on a commencé à monétiser certains podcasts par de la publicité en pré-roll, dans le but de nous rapporter de quoi financer de la création. Finalement, notre ROI, comme tu dis, c'est d'abord est-ce que c'est bon, est-ce que ça nous ressemble, est-ce que c'est vraiment nous? Et dans la contrainte qu'on a, de par notre mode de financement, on a à aller chercher quelques financements qui nous permettent d'entretenir cette dynamique de création. Mais
c'est quand même pas, comment dire, c'est pas ça qui oriente les arbitrages sur nos projets. En fait, c'est où ça tu peut mets ton nous empêcher. curseur. C'est où tu mets le curseur. En tout cas, tu ne produis pas parce que tu penses monétisation, mais tu te dis, voilà, j'ai un bon produit. Si le produit est bon et fait de l'audience, c'est plutôt l'inverse. Je pourrais le monétiser. Je peux, dans certains cas malheureux, ne pas réussir à produire parce que je manque d'argent. Ça, c'est possible. Ça peut arriver. On a bien plus de projets et d'envie qu'on a de moyens. Donc ça fait qu'on est fondé à aller chercher comment financer cette création. Mais on ne crée jamais pour aller gagner de. Voilà, c'est un renversement peut-être par rapport au modèle du privé. Des acteurs commerciaux, évidemment. Bien sûr. Les batailles existent parce que les journalistes, de base, même dans n'importe quel média privé, ne produisent pas pour la monétisation, mais elle est beaucoup plus présente de par la direction et la pérennité de la boîte. Ultimement, notre légitimité, c'est est-ce qu'on est utile ? Est-ce qu'on est utile à quelque chose dans ce pays ? Et c'est ça qui fonde notre énergie, et ce qui fonde vos choix. Nos choix, ce qui fonde notre projet éditorial. Très clair. Quelque chose qui m'intéressait, qui alors toujours un peu sur ce sujet, peut-être pas de la monétisation, mais en tout cas la compréhension, c'est la collecte de la data. Où vous en êtes là-dessus ? Est-ce que c'est tabou ? Est-ce que vous le faites dans une certaine mesure pour mieux connaître l'audience ? Tu sais que c'est des gros sujets, la collecte de la data, pour plein de raisons. Encore une fois, monétisation, mais tout ça. Comment vous faites ça chez Radio France ? La radio, je pense, parmi les médias traditionnels nés avant le numérique, la radio est peut-être le média qui est le moins nourri de chiffres et de données à la base. Tu sais que notre mesure d'audience est publiée environ trimestriellement par Médiamétrie. On n'a pas d'audience au jour le jour, on a une moyenne sur un trimestre. Donc on n'a pas naturellement une culture très forte de la donnée dans la radio. Je parle pas de service public, là, mais même de la radio en général. Le numérique change évidemment les choses, puisque dans le numérique, tu peux avoir des données en temps réel, des données comportementales, etc. etc. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure, tu sais, du projet qui a remporté l'accélérateur d'idées l'année dernière, l'algorithme de service public. Pour nourrir un algorithme, on aura besoin de données. Donc, on démarre là-dessus, sur besoin de collecter des données pour nourrir des algorithmes, pour produire des recommandations, etc. Mais en faisant ça, on va la sortir de ce que j'ai un peu raconté tout à l'heure, mais ça va devenir concret et s'incarner dans des gens à Radio France qui vont garantir d'une part des questions d'éthique des données. Est-ce qu'on est transparent avec le public ? Est-ce qu'on explique bien ce qu'on fait des données ? Est-ce qu'on permet au public de contrôler les données, de refuser la collecte de données, d'effacer son historique de données, etc., etc. Et est-ce qu'on est aussi au clair sur, vis-à-vis du public et vis-à-vis de nous-mêmes, sur à quoi servent les données ? Nous, elles ne nous servent pas à du ciblage publicitaire ou je ne sais quoi. Elles nous servent à améliorer, elles vont nous servir, parce qu'aujourd'hui, elles ne nous servent pas encore, elles vont nous servir à améliorer la qualité de l'expérience, notamment au travers de la personnalisation sur l'application Radio France. Donc, on n'est pas allergique à la donnée, on n'a pas naturellement cette culture-là, et je pense qu'on a fait plutôt moins, voire beaucoup moins que la plupart des autres médias en la matière. En tout cas, on se refuse à ce que ce soit la donnée qui guide nos choix. La donnée d'usage est un élément qui va nous permettre d'améliorer les expériences, mais qui ne prédestinera jamais pour nous au choix de produire tel ou tel podcast, telle ou telle expérience et d'aller sur tel ou tel terrain de jeu. Alors que ça pourrait être fait aussi de manière positive, si tu es capable d'analyser un peu de data comportementale, et tu pourrais avoir des espèces de communautés, et donc tu sais que tu as une communauté qui est fan de telle typologie de contenu, et donc là, te dire, tiens, cette communauté-là, elle est importante, je peux produire tel contenu. C'est pas forcément négatif. En tout cas, ça peut se nourrir. Ça pourrait, mais c'est pas notre modèle. D'accord. Tu vois, tu as des acteurs, des pure players notamment, qui regardent les chiffres et qui disent je vais plutôt aller sur telle thématique que sur telle autre, en faisant toujours peut-être des bons contenus. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas notre modèle. Nous, on pense que en regardant qui on est et ce qu'on veut raconter, on sait ce qu'on doit produire. On s'interroge, on doute, on re-questionne. Mais in fine, on aboutit à un projet. Une fois qu'on a le projet, on sait où on va. On n'a pas besoin de données pour ça. On pense même d'ailleurs que c'est important pour la radio ou l'audio en général, de ne pas être guidé que par la donnée et répondre à la demande, mais de porter un projet. Je pense que ça s'entend
c'est ce que le public vient chercher auprès de Radio France, mais je pense, à vrai dire, plus généralement, auprès de la radio et dans l'univers des podcasts. C'est des gens qui ont des convictions, qui portent des convictions, et pas des gens qui se laissent porter par le flot des vagues de données qui leur apprend qu'il faut aller sur telle thématique parce que c'est ce qui va buzzer en ce moment plutôt que sur telle autre. Vous n'êtes pas data-driven, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, on veut apprendre à dompter un tout petit peu de données, un tout petit peu, dans le but d'organiser des parcours d'écoute, des parcours de découverte, de la surprise. Et c'est joyeux d'avoir de la surprise, d'être mais la sérendipité, c'est hyper important. Que t'imaginais même pas, au travers quand même d'un catalogue d'1,5 million de podcasts. Ouais. Et pas des choses qui se déprécient avec le temps, des documentaires, des fictions, des magazines, des formes de narration qui, elles, ne se périssent pas. Ouais. Et faire Comment tu fais découvrir ça? Effectivement, il faut que tu connaisses un peu ton utilisateur si tu veux lui proposer des choses un peu pertinentes. C'est de la personnalisation. Alors, on ne fera jamais de la personnalisation pure et dure. C'est-à-dire qu'on mélangera toujours de la personnalisation avec le regard d'éditeur, le regard de journaliste. Tu vois, ça va même jusque dans la conception, dans les biais dont je parlais tout à l'heure sur les algorithmes, où on va avoir un comité éditorial qui prédestinera au choix ou au biais qu'on introduira dans nos algorithmes. Je pense qu'en plus, je vais te dire un truc, tu vois, là, on se parle, on est en face à face, et je crois que c'est vrai à la radio en général. La radio, c'est une conversation intime. C'est quelque chose qui noue un lien vraiment affectif, très profond avec son auditeur. Quand tu écoutes la radio, tu as l'impression qu'on te parle à toi, pas à tout le monde. Qu'on te parle d'un truc qui concerne peut-être tout le monde, mais c'est quelque chose... Alors, quand tu regardes la télé, tu es face à un spectacle et tu sais que tu as des millions de téléspectateurs qui regardent tel match de foot ou tel magazine sur telle chaîne. La radio, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et il se noue un lien particulier entre la personne qui parle dans le micro et celle qui l'écoute. D'ailleurs, celle qui l'écoute a souvent envie de réagir, de lui répondre, de lui parler. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que la radio était le média le plus interactif historiquement dans son lien avec le public. Avec les appels, ouais, effectivement. Avec les appels, etc. etc. Et je crois que maintenir ce lien entre une personnalité forte de la radio, une incarnation forte et son public, c'est déterminant. Donc les données, oui, mais en complément d'un truc principal qui est qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut porter comme histoire, qu'est-ce qu'on veut porter comme projet. C'est intéressant, ça doit être un peu peut-être pas un combat au quotidien, mais en tout cas, ça doit être des sujets un peu au quotidien, quoi. C'est encore une fois où tu places ce curseur pour respecter ce que vous faites. Et il faut qu'on ferme ce dossier pour se consacrer à la troisième partie, qui est hyper importante, qui est ce que j'ai appelé souveraineté numérique, mais juste pour expliquer un petit peu. C'est vachement important. Ouais, non, c'est clair. Il y a quand même un mouvement de fond au-delà du service public et de souveraineté, qui est que les éditeurs, alors c'est ma perception du marché, mais qui a été quand même confirmée, veulent de plus en plus que la consommation se fasse dans leur écosystème. Là, je parle vraiment du podcast, mais sans refaire tout l'historique du podcast, ça a été une espèce de Far West. C'est gratuit, on distribue partout. T'as des agrégateurs, historiquement Apple Podcast, etc. On sent depuis ces dernières années et le boom, là il y a une espèce de professionnalisation, de structuration de ce marché, des acquisitions de studios, on sent que les GAFAM se placent, Spotify qui a racheté des gros studios, qui va peut-être, j'ai vu racheter Wondery, enfin j'ai vu des bruits là-dessus, et donc dans tout ça, il y a eu ces articles de Radio France. Donc là, on est dans l'actualité chaude. Vous avez signé des accords avec Spotify, et donc vient ce terme et Deezer aussi. Et Deezer, pardon, on l'oublie, mais il faut pas l'oublier. Ah oui, c'est les Français. C'est les Français. T'as bien raison. Et c'est d'ailleurs les premiers avec lesquels on a signé. D'accord, donc ça c'est bien de le dire et de les remettre un peu en avant. Donc il y a cette chronologie des médias. C'est un sujet hyper chaud dont toi tu t'es, j'imagine, celui qui s'en occupe le plus chez Radio France. C'est quoi un peu l'état du marché en ce moment? C'est quoi les enjeux derrière cette chronologie des médias, cette souveraineté? Beaucoup de questions, je sais, c'est assez large, mais voilà. Est-ce que c'est résister? Est-ce que c'est sans trop rentrer dans les détails, hein, l'enjeu. Je vais te donner un chiffre. Il y a, tu rappelais que je suis arrivé il y a presque 6 ans à Radio France. À peu près 95% de nos podcasts à l'époque étaient écoutés sur des agrégateurs, comme celui d'Apple, qui était historiquement le premier, le plus fort. On peut peut-être rappeler d'ailleurs que podcast, c'était la contraction de iPod et broadcast. iPod étant une technologie d'Apple. Le terme de podcast est empreint intimement lié à de l'identité d'Apple. 95%. Qu'est-ce que ça dit à l'arrivée? Ça dit qu'on n'existe pas par nous-mêmes.
C'est dit que nous, médias, qui, quand on programme, quand on construit une grille de radio avec une programmation jour après jour, et qu'on donne finalement un certain ordre et une certaine hiérarchie à nos propos, quand on est dans l'espace numérique, c'est quoi? Ce sont des boîtes basées à Cupertino, à Mountain View, qui sont maîtres de la narration. Leurs ingénieurs et leurs algorithmes et leurs conditions générales absconses qui déterminent ce que le public va être en capacité de voir, d'écouter, de découvrir. Alors on a trouvé que ça n'allait pas, que cette chose-là n'allait pas, et que il fallait à tout le moins qu'on rééquilibre cette question-là. Non pas que on considère que il ne faut pas se distribuer sur des agrégateurs de ce type-là, notamment parce qu'il y a un usage autour de ça, que ça permet à un public qui nous connaît peu ou mal de découvrir ce qu'on a dans notre offre. Mais on pensait qu'il fallait rééquilibrer la distribution pour justement garder la main. C'est marrant que tu utilises le terme de souveraineté, puisque c'est celui que j'utilise aussi, une souveraineté éditoriale nous-mêmes, parce que ce qui nous fait média, ce n'est pas uniquement notre capacité de production d'informations, de musique, de divertissement, de culture, de savoir, d'idées, etc. Mais c'est aussi notre capacité à prescrire une écoute, à guider le public d'une écoute à l'autre. C'est ce qu'on fait, je pense, plutôt pas mal à la radio. C'est ce qu'on n'arrivait pas à faire en numérique, dépendant que nous étions de tous ces agrégateurs, petits mais surtout gros, puisque comme tu l'as dit, tous les GAFA s'y sont mis, enfin tous ou presque, à part peut-être Facebook, mais Apple, Google a lancé son application, Amazon via Audible et via Amazon Music va chercher à devenir aussi, à prendre sa part sur le marché des podcasts. Spotify qui a réalisé, je crois, plus de 800 millions de dollars d'acquisition en 18 mois de studios ou de boîtes technologiques, et ça va continuer. Deezer qui se met aussi à produire des podcasts, etc., etc. Puis des startups qui sont nées avec des offres parfois assez convaincantes. Pour nous, il n'était pas possible de continuer à être aussi dépendant de ces plateformes. Et donc on a annoncé, mais c'est tout récent, hein, comme tu l'as dit, c'est dans l'actualité, la mise en place d'une chronologie du podcast. Je pense la première chronologie du média audio que j'ai l'impression que ça vient d'émerger, cette notion, et donc on est dans la même notion que cette chronologie des vidéos, des films, etc. C'est-à-dire c'est la fin de la récré, et maintenant on organise un petit peu qui peut distribuer, sur quelles conditions. Je me rapproprierai pas le terme de la fin de la récré. Le podcast est né aussi d'un monde très libre où tous les podcasts, les sons circulaient très librement. Ouais. Ce qui est d'ailleurs étrange parce que ça n'a jamais existé dans la télé ou la vidéo ou dans la presse et les articles. Non. Et c'est comme si peut-être parce que c'était fait par des amateurs ou juste des passionnés et qui n'avaient pas forcément cette notion derrière. Oui, peut-être, et peut-être aussi que la révolution numérique a percuté différemment le monde de la radio et plus tardivement avec un effet retard. Mais par contre, la révolution numérique dans le monde de l'audio, c'est vraiment maintenant. Explosion des usages, de l'écoute en ligne, notamment des podcasts, assistants vocaux, commandes vocales qui donnent une nouvelle façon de composer des messages audio vers le public ou d'adresser des messages vers le public. Donc la révolution de l'audio, c'est vraiment maintenant que ça se passe. Et il était temps que le marché commence à se structurer. On voulait vraiment impulser une structuration, en tout cas à l'échelle française, de ce qu'allait être maintenant le monde du podcast, avec cette chronologie qui consiste d'une part à avoir une offre dans son intégralité sur nos propres supports, à commencer par l'application Radio France, que je te disais tout à l'heure, 1,5 million de sons disponibles. Et qui est fantastique, je le répète vraiment. Je te remercie. Non, mais en termes du je le pense aussi. Hein. Ouais, j'imagine bien, mais en termes du X, elle est d'une fluidité. Enfin, on pourrait en parler longtemps, mais donc voilà. Donc d'abord sur vos environnements, donc l'application, les sites. Et avec cette idée que quand on met un podcast en ligne, on le laisse pour de bon. Et c'est ce qui nous a permis. J'ai levé une contrainte qui existait chez nous de ne laisser en ligne les sons que pendant un certain temps. Peu importe à quoi elle était liée, en tout cas, elle n'avait plus de raison d'être. Et dorénavant, on laisse les podcasts indéfiniment en ligne sur nos supports. Et on va diffuser les podcasts sur des agrégateurs avec lesquels nous allons signer des contrats. Pendant une durée limitée qui correspond grosso modo pour le coup à des fenêtres de replay. Une semaine pour des podcasts quotidiens, pour des programmes quotidiens de radio, 1 mois pour des podcasts hebdomadaires, un peu plus longtemps, c'est-à-dire 3 mois pour des programmes d'information ou de lutte contre les fausses informations.
Et ça nous permet d'organiser comme ça une forme de distribution équilibrée. On signe aussi d'ailleurs des contrats, je peux dire peut-être un mot là-dessus, avec, on a évoqué Deezer et Spotify et j'espère d'autres bientôt, où au-delà du fait de rentrer dans une contractualisation, ce qui n'est déjà pas rien. Et quand on parle de contractualisation, est-ce qu'on parle aussi de licence, enfin d'argent? C'est juste, on organise la chronologie. Ça t'intéresse beaucoup les questions d'argent. Ouais, je suis désolé. Non, alors ça m'intéresse parce que le podcast, c'était quelque chose de gratuit. On ne se fait pas rémunérer, on a une sorte de socle d'offres qu'on veut rendre accessible à tout agrégateur qui respecte un certain nombre de conditions. La première des conditions, c'est déjà rentrer dans un dialogue contractuel avec nous. Le fait de rentrer dans un dialogue contractuel, c'est reconnaître que le podcast n'est pas sans valeur et pas comme l'air ou l'eau courante, quelque chose qui serait gratuit, libre de droit et sans une chaîne de droit en amont. La deuxième chose qu'on attend, c'est le respect de notre intégrité éditoriale. On a vu des agrégateurs se réapproprier nos sons, les laisser en ligne autant de temps qu'ils le souhaitaient, retravailler les sons parfois, enlever notre habillage sonore pour imposer le leur, modifier nos données, les métadonnées, les informations qui accompagnent les podcasts, voire les visuels. Ça, c'était impossible pour nous. On interdit vraiment complètement ça. C'est ce qu'on appelle le respect de notre intégrité éditoriale. C'est aussi la maîtrise qu'on a de ce qui est publié. Si on veut retirer un podcast pour une raison ou pour une autre, éditoriale généralement, parfois de droit, on doit pouvoir le faire en temps réel. Si on veut publier un podcast, il n'appartient pas à l'agrégateur de choisir ce qu'il va mettre en ligne ou pas. Imaginons un acteur, un géant qui agrégerait des podcasts de partenaires, mais qui produirait aussi les siens. On ne veut pas que cet agrégateur puisse se dire « mais tiens, le podcast de Radio France, là, il rentre en concurrence avec les miens, je ne vais pas le mettre en ligne ». On interdit ce genre de choses. Il prend notre offre dans son entièreté et en respectant son intégrité. Et la troisième condition qu'on met en place, c'est le respect des ayants droit, le respect des conditions pour les auteurs et pour les producteurs en termes de droits voisins de ce que composent les podcasts. On demande à un agrégateur de s'acquitter de sa part des droits auprès des sociétés de gestion de droits parce que jusqu'à présent, ça aussi, c'est quelque chose d'un peu dingue, mais finalement, des plateformes distribuaient des podcasts sans jamais s'acquitter de quoi que ce soit vis-à-vis de la chaîne de fabrication de ces podcasts. Et c'est aussi une chose qu'on veut changer et qu'on pense vertueux. Et il se trouve que dans les dialogues qu'on a nourris avec les plateformes, les agrégateurs de podcasts, finalement, même si ça pouvait les arranger de n'avoir à s'acquitter de rien, ils comprennent bien la logique et le côté vertueux qu'a cette condition de rémunération de la chaîne amont, de la chaîne de création. Ce qui nous a amené déjà à pouvoir signer avec Deezer, Spotify, et on a plein d'autres discussions en cours. Ouais, j'imagine avec un peu tous les acteurs. Ouais, j'avais après une question donc on a parlé de la chronologie, mais et je pense que tu viens d'y répondre un peu, c'était comment résister et rendre accessible alors que Facebook et Google enferment les utilisateurs dans des bulles de contenu. Mais donc ça passe, comme tu viens de le dire, par vous, dans ces contrats, le respect de l'entièreté de votre catalogue et donc de pas laisser ces plateformes-là ne proposer que le contenu qui les intéresse ou qui rentre pas avec leur propre contenu. J'ai vu aussi que la BBC avait lancé son propre assistant audio, Bib. Ouais, Bib. Je sais pas ce que t'en penses, si ça va un peu aussi dans ces notions de on essaye de garder de plus en plus l'utilisateur dans notre propre écosystème. Est-ce que vous avez des initiatives équivalentes chez Radio France? Faut avoir beaucoup de moyens pour ça. Faut avoir beaucoup de moyens pour créer quelque chose qui représente presque un OS, un système d'exploitation audio. Est-ce que la BBC va réussir avec Bib? Je leur souhaite. Et s'ils réussissent, je leur tirerai un grand coup de chapeau. Je sens que tu doutes un peu, c'est trop ambitieux ou d'imposer un OS, quoi. Si je te disais, voilà, Radio France, imaginons qu'on n'ait pas de problème de moyens, malheureusement c'est pas le cas, on a des problèmes d'argent, mais imaginons qu'on n'ait pas de problème de moyens et que je te disais, là, pendant ce podcast, j'annonçais à tes auditeurs, tiens, on a décidé de lancer un système d'exploitation pour smartphone. On va concurrencer Android et iOS. Tu me dirais, bon, il est sacrément ambitieux, le Laurent, là. Il fait preuve peut-être d'un peu d'hubris déplacé et je lui donne pas forcément de grandes chances de succès. Alors, je sais pas, l'avenir est pas écrit dans l'univers des assistants vocaux. Je pense que c'est sacrément audacieux de la part de la BBC. Je sais pas si c'est voué à l'échec. Je pense que c'est un pari sacrément risqué. Peut-être qu'ils réussiront. Alors là, pour le coup, on va observer comment ça se passe. Je crois, moi, étant donné le niveau de dialogue qu'on a avec les grands fournisseurs de technologies d'assistants vocaux, on va dire Google, Amazon, voire Apple, avec OK Google, avec Alexa, avec Siri, que
ils cherchent vraiment à construire des expériences très très intégrées et je les sens peu enclins à créer des dérivations vers un assistant vocal tiers. On a un exemple en France finalement. Radio France n'a pas fait le choix de la BBC de développer son propre assistant vocal, mais Orange a choisi de le faire avec Jigo. Je pense qu'Orange est une entreprise qui a beaucoup plus de moyens que n'importe quel média radio au monde. Ou n'importe quel média tout court au monde comme la BBC, et on va voir si c'est couronné de succès, mais que je sache aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué. Je leur souhaite, de réussir. D'ailleurs, on travaille avec eux, on espère que ça va marcher, parce que je trouverais important, d'un point de vue effectivement de souveraineté numérique, qu'une technologie française puisse émerger dans ce monde-là, parmi des technologies là, qui pour le coup sont toutes les trois américaines, venant de la Silicon Valley. Je le souhaiterais vraiment. Non mais bien sûr, mais en fait j'ai du mal à croire que ce soit possible, pas parce que c'est Orange, parce que c'est la France, mais que c'est tellement dur d'émerger sur des systèmes comme ça face aux GAFAM, c'est même pas une question de moyens après. Le problème, c'est que les fournisseurs de technologie, d'abord d'appareils, enceintes connectées ou smartphones ou ordinateurs ou tablettes ou je ne sais quoi, déterminent par les systèmes d'exploitation qui a droit de citer. Là, c'est un vrai problème. On sait d'ailleurs les discussions qu'il peut y avoir autour de l'App Store d'Apple, d'un certain nombre d'éditeurs qui se rebellent parfois contre les conditions. On a vu d'ailleurs Microsoft se faire condamner pour mettre en avant systématiquement son navigateur. Ça date déjà plus de 10 ans. Ouais, bien sûr. Mais c'est la même histoire qui se répète aujourd'hui avec les App Store ou demain peut-être avec les assistants vocaux et qui a droit de citer sur ces assistants vocaux. Je pense pas que, en tout cas pour nous, ce soit un bon choix d'aller rentrer en compétition technologique avec des GAFA sur des systèmes. Par contre, je pense que le vrai combat, c'est que les systèmes qui sont en place et qui sont déployés, eux, donnent un accès équitable à tous les éditeurs, en particulier quand les éditeurs peuvent se retrouver, par la force des choses, en concurrence avec les services de ces GAFA. Quand Spotify se retrouve en concurrence avec Apple Music, alors que c'est Apple qui maîtrise iOS, etc., etc. C'est là qu'apparaissent les questions. Non, mais c'est intéressant, et ce sera peut-être le mot de la fin, comme sur le futur des médias et de l'audio. En tout cas, toi, tu n'imagines pas le futur comme étant, voilà, on va redévelopper notre écosystème. C'est plutôt, on continue de développer Internet, non. Voilà, et c'est plutôt, on verrouille, enfin pas on verrouille, mais on contrôle mieux notre contenu. On produit du bon contenu, on le contrôle mieux. On sait qu'on doit travailler avec toutes ces plateformes-là. On peut pas rentrer en concurrence avec elles. C'est pas une question de verrouiller, c'est vraiment une question d'organiser une distribution équilibrée. C'est de contrôler, entre des agrégateurs ou maîtriser. Je préfère le terme d'une maîtrise. C'est entre ce qui se passe sur des agrégateurs qu'on ne maîtrise pas, où on soumet nos programmes à leurs algorithmes, et nos plateformes où on est maître de la narration, de l'éthique et du projet éditorial. Super, c'est très clair. On va en rester là pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de sujets et comme je le dis souvent, je te lance une invitation peut-être dans quelques mois, voir un peu, à refaire un épisode et voir un peu comment tous ces sujets-là ont évolué, parce que je pense que l'actualité va être riche et dense pour toi, pour Radio France et autour des podcasts dans les mois à venir. Merci pour toutes ces infos, c'était très clair, très 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 riche. Merci à toi, merci de ton invitation. Écoute, je t'en prie, à refaire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour d'autres sujets autour des médias. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. Ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt.